Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit truc que j'ai fait en Python, qui est en fait un petit script qui fait un petit réseau de neurones à convolution, en fait, qui va détecter si on a dans l'image une table ou un verre. Voilà, bon, c'est un entraînement comme un autre, donc c'est dans ce dataset ici, donc vous pouvez le voir que déjà il y a une petite organisation qui est faite, donc le dataset il faudra juste le télécharger, puis ensuite c'est bon, c'est tranquille. Donc on a trois parties, train, validation et test. Ce sont des données en fait qui sont différentes. Et ensuite à chaque fois on a du coup deux dossiers, classes donc les verres, et ensuite tables donc les tables. Donc qui sont du coup là où va y avoir du coup toutes nos données. Donc il y en a pas mal. Il y en a 2000 pour l'entraînement. 1000 pour validation et 500 pour les tests, il me semble. Donc 500 pour chaque dossier, donc 500 tables, 500 verres, ça, etc. Et donc du coup, en fait, on va utiliser ces données pour entraîner notre réseau de neurones à convolution là-dessus. Donc le réseau de neurones à convolution, c'est un réseau de neurones qui est un peu particulier. Il est surtout utilisé dans la computer vision, donc c'est-à-dire donner la capacité aux ordinateurs de voir en fait et de comprendre ce qu'il y a dans des images, pour simplifier. Donc le réseau de convolution, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des petits endroits en fait de l'image, et il va essayer de détecter s'il y a des corrélations et s'il y a des patterns en fait. Et ensuite il va utiliser tous ces patterns pour voir pour ensuite réussir à se généraliser un petit peu. C'est-à-dire que par exemple là on a des tables et des verres, donc par exemple par les tables, il va découper, il va prendre juste une petite partie de l'image, et par exemple je sais pas, un endroit il va y avoir comme on appelle ça, un des piliers de la table, et puis ensuite il va voir que sur les images ça va souvent revenir ce pattern, donc du coup hop, il va du coup analyser qu'il y a un lien entre la table et ce qu'il y a du coup dans l'image. Voilà, du coup il faut pas mal de données pour ce réseau de neurones, pour les réseaux de neurones en fait en général, mais là on en a déjà plutôt pas mal. On pourrait en avoir plus, si on va avoir de meilleurs résultats, on peut en avoir, il en faut beaucoup plus, mais on peut déjà plutôt bien s'en sortir. Et en plus on va utiliser un petit peu ce qu'on appelle de la data augmentation, que on va voir quasiment tout de suite. Donc tout d'abord on importe ce qu'on a besoin. Alors on n'est pas obligé de faire autant comme j'ai fait moi, c'est-à-dire qu'on peut juste faire from TensorFlow, et puis voilà, ensuite il suffit juste de faire TensorFlow. Généralement ce qu'on fait, c'est qu'on fait TensorFlow ASTF pour en fait diminuer en fait l'écriture. Donc on appelle juste TensorFlow, pas en faisant TensorFlow mais en faisant TF. Bon, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait TensorFlow.keras, et ensuite j'ai importé ce que je voulais, donc models, donc ce qui va me servir pour pouvoir construire mon modèle, mon réseau de neurones, layers, donc du coup les calques, les couches en fait qui vont servir, qui vont être utilisées dans mon réseau de neurones. Metrics Optimizer, donc c'est du coup pour mesurer la performance de mon réseau de neurones, et Optimizer c'est pour améliorer du coup le réseau de neurones quand on calcule la fonction coût. Ensuite application de ça, alors lui on n'en a pas besoin ici, lui c'est un réseau de neurones en fait déjà entraîné, ça on le verra plus tard. C'est qu'en fait ce qui est pas mal avec le deep learning, c'est qu'on peut utiliser des réseaux de neurones qui sont déjà entraînés. S'ils ont été bien entraînés, qui sont assez qui ont été entraînés sur des grosses bases de données, en fait ils peuvent se généraliser sur des trucs même s'ils n'ont pas été entraînés sur les données. Par exemple, si vous faites un gros réseau de neurones entraîné sur des images de chiens et de chats, si il est extrêmement bien généralisé, on pourrait l'utiliser par exemple pour détecter s'il y a dans une image je sais pas, une lampe. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Bon, l'exemple que je donnais est assez simple, en réalité c'est plus compliqué que ça, il faut beaucoup de données, ça fait un gros truc, mais du coup il y a des gens qui ont déjà fait ça, notamment le réseau de neurones que je viens de supprimer, mais ça on le verra plus tard. Du coup ensuite là on va faire tout ce qui est le pré-processing, du coup pour pouvoir en fait présenter nos données d'une bonne manière en fait à notre réseau de neurones, parce qu'on peut pas lui balancer juste des images en JPEG comme ça. Du coup ensuite, alors ça je l'ai mis, je sais pas si vous en aurez forcément besoin, c'est juste parce qu'en fait moi j'avais un problème avec Pile, parce que des fois en fait les images elles sont un petit peu tronquées, ou des fois c'est des images qui sont transparentes, donc du coup en fait ils considèrent qu'elles sont tronquées, et ça pose problème, du coup donc faut mettre ça, et ensuite c'est bon. Alors ensuite ça c'est un truc, en fait Stranger et Validationer, c'est juste que j'ai créé un autre script où j'ai mis mes passes en fait pour pouvoir les chemins d'accès, pour pouvoir avoir les chemins d'accès en fait des dossiers train et validation de mon réseau de neurones. Donc en fait le dossier dataset, vous le téléchargez, vous le mettez où vous voulez. Si vous voulez vous pouvez le mettre au même endroit où il y a votre script. Ensuite il faudra juste faire, c'est qu'il faudra créer une variable, donc j'aurais pu la créer ici en fait, train dir comme ça, et ensuite ce que je fais, c'est que du coup je mets le chemin d'accès au dossier, voilà, au dossier d'entraînement, pas au dossier classes ou table, non, juste entraînement, enfin juste le dossier train, voilà, pas les sous-dossiers, pas besoin.
parce que en fait c'est comme ça que fonctionne le réseau et surtout le TensorFlow et Keras pour pouvoir récupérer des données. Surtout ici parce qu'en fait là notre réseau neurone du coup ça va être de la classification binaire, c'est-à-dire que on va devoir dire dans quelle catégorie l'image appartient, donc soit des tables, soit des vers, et étant donné qu'il y a deux catégories, bah, c'est binaire, c'est l'un ou l'autre. Voilà, donc du coup c'est aussi pour ça qu'il faut faire comme ceci, c'est-à-dire que quand on entraîne notre donnée, ben, on met le dossier et ensuite on met des sous-dossiers où chaque sous-dossier va correspondre à une classe en fait pour notre réseau de neurones. Voilà, ensuite du coup on instancie nos classes image de test generator. En fait on fait aussi rescale comme ceci parce qu'en fait c'est pour pouvoir les convertir pour avoir des valeurs qui sont moins importantes, parce que en fait ce qu'on va voir c'est que les images elles ont des canaux RGB qui ont des valeurs qui vont entre 0 et 255. Sauf que ça, c'est trop gros pour notre réseau neurone. Il fonctionne mieux, un réseau neurone arrive à mieux fonctionner avec des petites valeurs. Du coup, là, on divise par 255, comme ça, on aura des valeurs entre 0 et 1. Donc, ce sont des plus petites valeurs. Voilà. Là, on peut voir que j'ai instancié 2 fois, parce qu'une fois, ça va me servir pour les données de test et les données de train. Et les données de train, je vais en fait les modifier, c'est-à-dire que je vais faire de la data augmentation, je vais générer de nouvelles images à partir de ce que j'ai déjà. Les tests, je ne le fais pas, généralement, il faut éviter de le faire. Donc du coup, data augmentation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va prendre des images et on va créer de nouvelles images artificiellement à partir de celles qu'on a. Donc du coup, j'ai mis par exemple une probabilité de rotation, d'agrandissement, de zoom, voilà, plusieurs trucs qui du coup nous permettent en fait que quand on va prendre une image, on va pouvoir en avoir plusieurs à partir d'elle. Ça, il faut savoir que du coup ça génère des images de la data augmentation à la volée, c'est-à-dire que ça va pas être stocké quelque part et il va y avoir en quelque sorte en fait une limite qui va être liée au nombre de données que nous avons. Voilà, c'est juste en fait c'est que comme ça au moins à chaque entraînement on va pouvoir avoir bien des données distinctes, contrairement à si on n'utilisait pas image data generator. Ensuite du coup on a ces fonctions, ces méthodes qui sont du coup des méthodes des classes image data generator qui vont nous servir en fait à récupérer nos images et du coup à faire de la data augmentation dessus. Donc ça va directement dans le dossier trainer, donc là c'est le chemin en fait d'accès à votre dossier où il y a les données d'entraînement, et lui automatiquement il va voir qu'il y a deux dossiers, donc il va dire bon bah ok, donc ce premier dossier ça va correspondre à cette première classe, le deuxième dossier à la deuxième classe. Voilà, ensuite on redimensionne la taille des images, donc voilà, batch, donc c'est-à-dire la quantité d'images qu'on va vouloir pour chaque paquet de données, et un batch ça va être une quantité de données, un paquet de données qu'on va montrer au réseau neurone. Faut pas qu'il soit trop gros parce que sinon le réseau neurone il va avoir un peu du mal. Class mode, on met binary parce que comme j'ai dit, c'est la classification binaire, c'est soit des classes, soit des vers, soit des tables. Et color mode, j'ai mis RGBA parce que comme je dis, il y a des images qui sont transparentes des fois et du coup ça peut poser problème. Donc c'est pour ça que ça il faut bien penser à le mettre. Voilà. Du coup, ça va nous servir pour après, ce que je dis en fait, quand on va entraîner notre réseau neurone, on va lui montrer un certain nombre de quantités de données, mais il ne faut pas que cette quantité de données dépasse la quantité de données que nous avons dans nos datasets. Donc par exemple, on a 2000 images, il ne faut pas qu'on présente plus de 2000 images, sinon on va avoir un problème, et ça du coup, ça va nous permettre en fait de dire quelle quantité de données on va présenter à chaque entraînement. Voilà. Mais je reviendrai plutôt un peu plus en détail. Ensuite là du coup on crée notre réseau donc, avec modèle. Donc tout d'abord on rentre, du coup il prend en entrée nos images. Donc avec un input de 150 par 3, donc 150 c'est la largeur, la hauteur, et 3 c'est du coup en fait la profondeur, du coup couleur, les canaux RGB, donc rouge, vert, bleu. Et ensuite du coup ce qu'on va faire c'est que on va utiliser des réseaux à convolution et max pooling. Donc les réseaux à convolution, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont essayer de trouver pas mal de patterns qu'il y a dans chaque petite partie d'image, et ils vont sortir du coup plein de corrélations, plein de features, ce qu'on peut appeler, et max pooling ça va essayer de diminuer un petit peu tout ça pour éviter qu'on en ait trop. Voilà, donc du coup ensuite on construit un réseau neurone, et ensuite du coup on va faire avec Flatten juste un tensor qui va permettre du coup d'avoir un tensor juste qui est juste à une dimension pour pouvoir avoir une meilleure présentation des données. Voilà, et ensuite on sort avec un réseau neurone une probabilité, donc que ce soit l'un soit l'autre, du coup d'où sigmoïde. Voilà. Ensuite on compile du coup, donc c'est à dire qu'en fait on ajoute les paramètres d'apprentissage pour notre réseau, et ensuite du coup on l'entraîne. Et donc du coup là on a train generator, donc train generator, souvenez-vous, c'est ceci, donc ce sont les données, voilà. Et steps par époque, en fait c'est combien de
combien de batchs en fait on va montrer à chaque époque. Donc un époque, c'est-à-dire comment on pourrait appeler ça, le nombre, un époque c'est toutes les données en fait que l'on va montrer. Voilà, et si donc on a 2000 données, bah, dans un époque on va présenter par exemple 2000 données. Voilà, et epox 20, donc ça veut dire qu'on va présenter 20 fois notre dataset à notre réseau de neurones, et du coup bah, il va s'entraîner 20 fois là-dessus, en quelque sorte. Et comme du coup nous on fait de la data augmentation, bah, ça veut dire que du coup à chaque époque, donc à chaque nouvelle présentation de toutes nos données, bah, ça va être des nouvelles données qui ont été créées artificiellement. Voilà, donc ce qui permet par exemple d'éviter d'avoir un peu du overfitting, notamment quand on n'a pas beaucoup de données, c'est-à-dire quand on a que, je sais pas, 2000 ou 3000 images. Après, bon, il peut y avoir des cas où on arrive à avoir de bons résultats, même si on a très peu d'images. Voilà. Ensuite, du coup, on a des données qui vont servir pour l'entraînement, et ensuite pour la validation. Donc l'entraînement, ça va être que on va présenter ces données. Notre réseau de neurones, il va ajuster ses weights, ses paramètres, du coup. Et ensuite, validation, c'est qu'il va plutôt ajuster en fait ces hyperparamètres, donc les paramètres qui contrôlent l'apprentissage du réseau de neurones. Voilà. Mais il va pas modifier les weights, les poids en fait de notre réseau de neurones. Donc ça permet d'avoir une bonne vision en fait de d'où en est notre réseau de neurones. Si on a un bon résultat, une bonne précision sur les données de validation, ça veut dire que du coup on a un réseau de neurones qui est bien entraîné. Et validation steps, bah, c'est du coup le nombre là de quantité de données que l'on va donner à notre réseau à chaque fois qu'il va s'entraîner. Ouais, donc du coup ça ensuite ça va nous donner des résultats, donc notamment accuracy, validation accuracy. Donc accuracy c'est la précision quand il présente ses données, quand il reçoit des données et ensuite il compare ce qu'il a prédit et le résultat qui devait être sorti. Donc s'il prédit une table et que la sortie c'était une table, bah c'est bon. Mais si par exemple il prédit une table alors que c'était un verre, bon bah du coup ça veut dire que là il y a une différence, et donc ça il y a du coup une précision qui s'est perdue. Donc ça c'est calculé en fait avec la fonction coût ou la fonction loss du coup, qui nous permet du coup de savoir à quel point le réseau en fait est précis ou pas, et c'est mesuré du coup avec une métrique qui s'appelle du coup la précision, l'accuracy. Voilà. Et donc du coup bah, ensuite on rend en fait, enfin on affiche avec Matplotlib les résultats de précision à l'entraînement et à la validation, ainsi que la perte, enfin du coup le coût, donc du coup la marge d'erreur. Voilà, et il nous suffit juste de faire ceci avec Matplotlib, ce qui n'est pas super compliqué en fait, vu qu'on a déjà toutes les données qui ont été données par la fonction fit. Et ensuite c'est plutôt tranquille. Faut juste peut-être faire un petit peu attention avec epox. Epox en fait du coup ça va nous servir pour notre axe des abscisses, on va savoir du coup quelle valeur on va avoir, et du coup bah faut juste faire un petit peu attention à ça. Mais en réalité je pense qu'une fois que ça on l'a, honnêtement je pense que c'est plutôt tranquille. Et Matplotlib, bah, c'est juste affiché. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre des titres. Vous n'êtes pas obligé, c'est juste pour s'y repérer. Moi, là, je fais deux figures. Une figure où je vais montrer le training et la validation accuracy. Donc, la précision au training et à la validation. Et ensuite, une autre image où je vais vous montrer, du coup, je vais avoir du coup l'évolution de la marge d'erreur à l'entraînement et à la validation. Voilà, donc ça va me faire juste deux petits graphiques. Donc du coup, une fois qu'on a ceci, ben, on n'a plus qu'à exécuter, et il faudra laisser du coup un petit peu tourner le réseau de neurones. Donc laissez un peu tourner votre ordinateur, maintenant ça prendra pas énormément de temps. Et ensuite du coup on peut voir les résultats qu'on a. Donc les résultats sont plutôt pas mal. Donc il y a juste à un moment en fait on voit qu'on perd un petit peu en précision. Ça peut être notamment dû à de l'overfitting, c'est-à-dire que le réseau de neurones entre dans du surapprentissage, il apprend trop de corrélations et de patterns, et le truc c'est qu'en fait c'est que c'est pas bon après quand on lui présente d'autres données. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention qu'on n'apprenne pas trop d'informations, que le réseau de neurones n'apprenne pas trop sur des données, parce que sinon après il aura du mal à se généraliser, et c'est un peu ce qui est arrivé. Et ça du coup on le corrigera dans un prochain réseau de neurones. En fait, enfin, on va le modifier ce réseau de neurones, et on essaiera d'éviter d'avoir du coup ce problème qui peut intervenir, où du coup on a un peu une baisse de précision. Voilà. Mais sinon du coup là c'est un bon petit truc à faire, un bon petit truc à modifier aussi. Faut faire un petit peu attention du coup aux images.
d'avoir suffisamment d'images, faire un petit peu attention aussi à ça, là, à pile, notamment quand on va charger les images, que peut-être que des fois les images elles soient, voilà, elles soient pas trop différentes l'une des autres, parce que sinon ça risque de poser peut-être un peu problème. Et ensuite bah, du coup, on n'a plus qu'à les printer. Il faut bien faire attention aussi que quand on rentre au réseau de neurones, les images, bah, c'est soit les mêmes dimensions, en fait. Que voilà, donc là, on a des images de 150 par 150. Elles ont 3 canaux RGB. Et du coup, il faut bien les présenter bah, du coup, en entrée de réseau de neurones. Il faut bien lui donner une quantité de données où la donnée, en fait, elle est dans les contenus, en fait, du coup, dans un conteneur de dimension 150 par 150 par 3. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est bon, et bah, c'est plutôt tranquille. Donc du coup, on se retrouvera plus tard pour améliorer ce réseau de neurones, notamment en faisant du dropout, par exemple, et en entraînant aussi sur des réseaux qui sont déjà entraînés. Comme ça, moi, on n'aura pas, on aura moins de problèmes. On pourra avoir une meilleure précision sur la détection en fait si l'image montre un verre ou une table. Voilà, donc sur ce, je vous retiens pas plus longtemps. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut.